Claire Dufresne avait 44 ans et marchait chaque matin avec la régularité d'un métronome dans les rues calmes du 7e arrondissement de Paris. Elle portait des chaussures discrètes, des vêtements simples et toujours un sac à dos légèrement usé, contenant son tablier, quelques produits de nettoyage soigneusement choisis et un carnet à la couverture de cuir brun dont personne ne connaissait le contenu. Pour les passants, elle était une silhouette de plus dans le décor élégant du quartier, un fantôme qui glissait entre les dorures et les rideaux de velours, invisible comme une habitude trop ancienne pour qu'on la remarque encore. Elle travaillait depuis 8 ans dans l'hôtel particulier des Delacour, une famille de la vieille aristocratie parisienne reconvertie dans l'industrie du luxe. Claire connaissait chaque recoin de la maison, du grenier poussiéreux au cellier en marbre, en passant par les chambres des enfants devenus grands. Et pourtant, rares étaient ceux qui connaissaient son nom. Pour Madame Delacour, elle était la femme de ménage d'un pour Théo, l'héritier insouciant, simplement la bonne. Elle n'en prenait pas ombrage. C'était un rôle qu'elle jouait avec constance, presque avec une forme d'art silencieux. Être présente sans déranger, observer sans juger, disparaître dès que l'on entendait des pas approcher. Malgré cette invisibilité imposée, Claire n'était ni triste ni aigrie. Elle trouvait dans les gestes répétés du nettoyage une forme de paix. Chaque surface lustrée, chaque trace effacée sur un miroir, chaque plancher qu'elle rendait brillant comme un lac gelé, lui offrait une illusion d'ordre dans un monde qu'elle savait, par expérience, fondamentalement instable. Elle vivait seule dans un petit appartement au-dessus d'une librairie, rue de Grenelle. Le soir, elle lisait beaucoup, cousait parfois, et écoutait des vinyles anciens qu'elle avait collectionnés dans sa jeunesse. Ce que personne ne savait, c'était que Claire avait un regard infaillible pour la beauté. Elle observait les invités qui passaient dans la maison avec l'œil d'une artiste en veille. Elle repérait une coupe de tailleur mal ajustée, une robe trop prétentieuse pour la silhouette qui la portait, un bijou authentique dissimulé sous un manteau banal. Son silence n'était pas vide. Il était habité d'analyses fines, de souvenirs enfouis et d'un goût sûr qu'elle gardait pour elle. Dans un coin de sa chambre, une vieille boîte en fer était soigneusement cachée sous une pile de draps anciens. À l'intérieur, il y avait des croquis pliés, des articles de presse jaunis, des lettres d'autrefois. Claire ne l'ouvrait presque jamais. C'était un passé qu'elle avait choisi d'oublier, ou du moins de ranger dans une zone hors du temps. Elle avait appris à vivre dans le présent, dans la discrétion, dans l'ombre des grands noms. Pourtant, dans cette maison luxueuse où tout brillait, elle était la seule à voir ce que les autres cachaient. Elle connaissait les disputes feutrées derrière les portes closes, les amants secrets des invités, les affaires financières discutables de Monsieur Delacour. Elle entendait sans écouter, voyait sans commenter. Elle avait compris depuis longtemps que son invisibilité lui donnait un pouvoir, celui de tout voir sans jamais être vue. Un jeudi matin d'octobre, alors que les premières feuilles mortes s'accumulaient devant les portails du quartier, Claire monta l'escalier de service comme d'habitude, salua le majordome avec un petit hochement de tête et se dirigea vers la buanderie pour commencer sa journée. Rien ce jour-là ne laissait présager que son existence allait basculer. Elle nettoyait la grande verrière du salon principal quand elle entendit des éclats de voix venant de la bibliothèque. Théo et ses amis s'y retrouvaient souvent pour organiser des fêtes ou se moquer du monde avec l'insouciance de ceux à qui tout est dû. Elle n'écoutait jamais vraiment ce qu'ils disaient. Trop de frivolité, trop de mépris. Mais ce jour-là, sans savoir pourquoi, elle s'arrêta un instant. Ce qu'elle entendit allait déclencher une série d'événements qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Le manoir des Delacour s'apprêtait à accueillir l'un des événements les plus attendus de l'année. Le bal de la cour, une tradition mondaine vieille de plusieurs décennies où se pressaient créateurs, aristocrates, financiers, mannequins et journalistes, tous avides de paraître et d'être vus. À une semaine de la réception, l'effervescence régnait dans la demeure. Les préparatifs s'enchaînaient avec la précision d'un orchestre bien rodé. Livraison de décorations florales, essayage de tenues, vérification de la liste d'invités, négociation avec les traiteurs les plus réputés de la capitale. Dans ce tourbillon d'agitation, Claire continuait son travail comme à l'accoutumée, effaçant les traces du passage de ceux qui se croyaient au sommet du monde. C'est dans cette ambiance de luxe ostentatoire que Théo Delacour, 26 ans, héritier de la fortune familiale et incarnation parfaite de l'arrogance mondaine, fit son entrée dans la bibliothèque où l'attendaient 3 de ses amis. L'un d'eux, Armand,
fils d'un banquier suisse, sirotait un whisky hors d'âge, tandis que les deux autres feignaient de s'intéresser aux portraits d'ancêtres accrochés au mur. Ils se tournèrent aussitôt vers Théo, qui affichait un sourire satisfait, celui qu'il arborait toujours avant une mauvaise plaisanterie. « Messieurs, devinez qui je vais inviter au bal cette année » lança-t-il, en s'asseyant paresseusement sur le canapé en cuir. Les regards curieux de ses amis se tournèrent vers lui. Un court silence précéda la réponse d'Armand, mi-amusé, mi-exaspéré. Une influenceuse de seconde zone, une actrice de séries oubliées. Théo secoua la tête avec un air mystérieux. Il se leva lentement, s'approcha de la fenêtre et regarda vers la cour intérieure où Claire, agenouillée, nettoyait les rebords en pierre. « Non, je vais inviter la femme de ménage. » Un éclat de rire fusa, franc, brutal, sans retenue. Les trois amis crurent d'abord à une blague passagère, une provocation parmi tant d'autres. Mais Théo, ravi de l'effet produit, se retourna vers eux, les mains dans les poches, l'air faussement sérieux. Imaginez leur tête, la crème de la crème parisienne, les magnates de la mode, les ambassadeurs, tout cela à siroter du champagne. Et moi, j'arrive au bras de Claire. « Tu es fou !» s'étrangla l'un d'eux. « Elle va refuser, c'est évident. Elle sait qu'elle ne sera pas à sa place. » « C'est là tout le sel de la chose, répondit Théo, les yeux brillants d'un plaisir cruel. Je vais le lui proposer en toute courtoisie, avec mon plus beau sourire, et elle n'osera pas dire non. Trop flattée, trop intimidée. Et puis on verra combien de temps elle tiendra. Je parie 10 minutes avant qu'elle s'enfuit. Les rires redoublèrent. Pour Théo, c'était un jeu, une distraction dans une vie sans limite ni conséquence. Il n'imaginait pas un instant que ce simple geste, teinté de mépris, allait mettre en branle quelque chose de plus vaste que lui. Il se dirigea vers la porte, ajusta sa veste et prit la direction de l'arrière-cuisine, là où Claire finissait de ranger les produits de nettoyage. Elle ne le vit pas arriver tout de suite. Concentrée, elle essuyait une étagère avec soin. Il toussota légèrement, attirant son attention. Elle se retourna, étonnée, un chiffon encore à la main. « Mademoiselle Claire », dit-il d'un ton mielleux qu'elle n'avait jamais entendu dans sa bouche, « j'ai une invitation spéciale pour vous. » Elle le regarda, méfiante. Ses mains s'arrêtèrent de bouger. « Une invitation ?»« Oui, » dit-il en tendant un carton épais embossé d'or. « Pour le bal de samedi soir, en tant que mon invité. » Il ponctua sa phrase d'un sourire exagérément aimable, celui que l'on adresse à un enfant naïf. Claire prit le carton entre ses doigts, le regarda sans un mot, puis leva les yeux vers Théo. Elle ne dit rien, mais l'expression de son visage se ferma légèrement, imperceptiblement. Elle savait lire les gens, et elle savait reconnaître l'ironie dissimulée sous des manières faussement polies. « C'est généreux de votre part, dit-elle enfin, sa voix mesurée, presque distante. Le plaisir serait pour moi. Après tout, vous faites partie de la maison, non? Ce serait une belle manière de briser les conventions. Un peu d'audace dans ce monde de convenance. » Il la salua d'un hochement de tête et s'éloigna, visiblement satisfait de sa mise en scène. Une fois hors de sa vue, Claire resta là, immobile, tenant le carton entre ses doigts, comme s'il brûlait. Son cœur ne battait pas plus vite. Elle n'était pas surprise. Offensée peut-être, mais pas étonnée. Elle connaissait Théo. Elle connaissait son rire trop fort, ses gestes grandiloquents, ses provocations d'enfant gâté. Elle posa l'invitation sur la table, reprit son chiffon et termina sa tâche. Rien dans son attitude ne trahissait ce qu'elle pensait vraiment. Mais sous la surface, une tension nouvelle s'installait. Une question, posée sans bruit. Et si elle acceptait? Et si elle entrait dans leur monde avec ses propres codes, ses propres armes? Le soir venu, dans son petit appartement silencieux, elle sortit la boîte en fer de sous son lit. Elle l'ouvrit avec lenteur, comme on entr'ouvre une plaie ancienne. Parmi les papiers et les lettres, un tissu brillait faiblement, un morceau de soie noire ourlé à la main. Elle le sortit, le déplia, et un frisson la traversa. Là, parfaitement conservée, reposait une robe de haute couture créée de ses mains bien des années auparavant. Elle la porta devant elle et se regarda dans le miroir. Elle n'était pas encore prête à prendre une décision, mais quelque chose avait bougé en elle. Le mépris de Théo, si puéril, avait réveillé un fragment oublié de son être. Et parfois, un fragment suffit à reconstruire tout le reste. Le carton d'invitation trônait sur la petite table de bois dans le salon de Claire, comme un intrus dans son univers ordonné. Chaque soir, en rentrant du manoir, elle le retrouvait là, à la même place, sans jamais oser le jeter ni vraiment le lire.
Il représentait une humiliation voilée, une farce habillée de dorure, mais aussi, curieusement, une forme de défi. Dans les jours qui suivirent à la proposition de Théo, elle continua son travail sans modifier ses habitudes, sans laisser transparaître le moindre trouble. Pourtant, derrière ses gestes précis et son regard tranquille, son esprit ne cessait de tourner autour de cette invitation, de ce piège tendu avec un sourire moqueur. Elle savait exactement pourquoi Théo l'avait fait. Ce n'était pas de la gentillesse, ce n'était même pas de la provocation pure. C'était une démonstration de pouvoir, de mépris social, une manière de rappeler à chacun que dans ce monde, il y avait ceux qui invitaient et ceux qui nettoyaient après la fête. Elle aurait pu déchirer ce carton dès qu'il lui avait tourné le dos. Elle aurait pu l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose la retenait, une résistance sourde, un instinct. Le jeudi soir, après une journée particulièrement longue, elle poussa la porte de son appartement et s'affala sur sa chaise. L'air était frais. Une légère brume montait de la rue. Claire alluma une bougie, comme à son habitude, puis se dirigea vers l'armoire en bois qui occupait un coin de la pièce. Elle en tira une petite clé rouillée qu'elle conservait dans une tasse ancienne et s'agenouilla devant une malle en cuir. Elle l'ouvrit lentement, comme on ouvre un livre d'histoire dont on connaît chaque chapitre, mais que l'on n'a pas relu depuis des années. À l'intérieur, soigneusement pliés et enveloppés dans du papier de soie, reposaient des souvenirs d'une autre vie. Des carnets de croquis, des bobines de fil aux teintes subtiles, des ciseaux professionnels et surtout un vêtement qu'elle n'avait pas touché depuis plus de 15 ans. Elle le sortit avec précaution. Il s'agissait d'une robe de soirée noire, taillée dans une mousseline fine doublée de satin, agrémentée de broderies discrètes à la main. Le genre de pièce que l'on ne crée qu'une fois, pour quelqu'un de spécial ou pour soi-même. Claire l'avait conçue dans un moment de lumière, à une époque où elle croyait encore que le talent suffisait à se frayer un chemin. Elle se leva, passa la robe devant elle, observa son reflet dans le miroir fissuré près de la fenêtre. Le tissu avait gardé sa souplesse. La coupe intemporelle épousait toujours la silhouette d'une femme élégante. Elle n'avait pas mis les pieds dans un bal depuis plus de 2 décennies, mais les gestes, eux, revenaient peu à peu, comme inscrits dans la mémoire des doigts. Elle reposa la robe sur le lit, alla chercher une petite boîte en métal et y trouva son nécessaire à couture. Le travail allait demander du soin. Quelques coutures à renforcer, une fermeture à glissière à recoudre, des broderies à rehausser. Les soirs suivants, Claire s'attela à la tâche sans jamais parler de ce qu'elle préparait. Pas même à la libraire de l'étage inférieur, avec qui elle échangeait parfois quelques mots. La robe devenait un projet secret, presque sacré dans son silence. Ce n'était pas une réponse à Théo, ni une vengeance. C'était une déclaration d'existence. Une manière de se dire à elle-même qu'elle n'avait pas disparu, que celle qu'elle avait été existait encore, même enfouie sous les années de silence et de fatigue. Dans la salle de bain, elle redécouvrit les gestes oubliés du maquillage. Elle nettoya ses pinceaux, ouvrit une trousse ancienne, retrouva une palette de fards aux couleurs douces. Son visage, pourtant marqué par les années, révélait toujours une structure fine, une lumière dans le regard. Elle s'exerça à marcher avec grâce dans son couloir étroit, à ajuster son port de tête, à retrouver cette allure qu'elle avait jadis naturellement. Pendant ce temps, au manoir, l'effervescence ne diminuait pas. Théo et ses amis multipliaient les paris. Certains disaient qu'elle n'oserait pas venir, d'autres pariaient qu'elle s'enfuirait avant minuit. Tous se nourrissaient de la perspective d'un spectacle grotesque, d'une scène gênante qui ferait rire pendant des semaines. Personne, pas même Théo, n'envisageait un instant qu'elle puisse arriver autrement que comme une caricature de domestique, perdue dans un monde trop grand pour elle. Claire, elle, gardait le silence. Chaque jour, elle nettoyait les chandeliers, repassait les nappes brodées, vérifiait l'argenterie. Elle écoutait les conversations sans s'y mêler, observait les visages sans les juger. Elle se tenait droite, concentrée, mais à l'intérieur, quelque chose se formait, une tension, une anticipation. Elle n'attendait rien de cette soirée. Elle ne cherchait ni pardon ni reconnaissance, mais elle voulait être là, pas pour eux, pour elle. Le vendredi soir, elle termina sa journée plus tôt. Elle prit un bain long, chaud, dans lequel elle versa quelques gouttes d'huile essentielle. Elle se coiffa lentement, tressant ses cheveux encore humides, puis les défit pour leur redonner du volume naturel. Elle inspecta la robe une dernière fois, vérifia chaque couture, chaque bouton, chaque ourlet. Tout était prêt.
L'invitation restait sur la table, mais désormais, elle n'était plus un objet de mépris. C'était un ticket d'entrée, un droit revendiqué. Elle se coucha tard, l'esprit étonnamment calme. Pas de doute, pas de peur, seulement une étrange lucidité. Quoi qu'il arrive, elle serait debout. Et ce simple fait suffirait à réécrire les règles. Les derniers jours avant le bal de la cour furent marqués par une intensité presque militaire dans la demeure familiale. Entre les livraisons incessantes, les essais de lumière, les répétitions du personnel de service et les appels de dernière minute des invités exigeants, l'atmosphère vibrait d'une tension bien connue de Claire. Elle avait déjà vécu 7 éditions de ce bal depuis son arrivée dans la maison. 7 soirs à effacer les traces d'un luxe éphémère, à faire briller les couverts, à refermer les portes une fois que les rires s'étaient tus. Mais cette année, quelque chose était différent. Elle n'était pas là uniquement pour préparer. Elle n'était pas là pour disparaître. Elle avançait chaque jour avec une détermination silencieuse, loin des regards et des commentaires. Elle avait rangé la robe dans une housse en tissu écru, suspendue au dos de la porte de sa chambre. Chaque soir, elle vérifiait sa tenue avec la minutie d'une couturière, mais aussi avec une émotion retenue. Elle s'exerçait discrètement à marcher dans ses escarpins, récupérés dans une friperie de qualité qu'elle connaissait depuis longtemps. Elle les avait nettoyés, cirés, et avait remplacé les talonnettes usées. Lorsqu'elle se regardait dans le miroir, elle ne cherchait pas à se transformer en quelqu'un d'autre. Elle ne cherchait pas à effacer la femme qu'elle était devenue. Elle essayait simplement de se reconnecter à celle qu'elle avait été, avant les silences, avant l'effacement. Les gestes oubliés lui revenaient naturellement. Elle se souvenait de l'importance du port de tête, de la posture des épaules, de la manière de tourner légèrement les poignets en marchant pour donner une allure de grâce naturelle. Ce n'était pas de la vanité, c'était une langue ancienne, celle du corps maîtrisé, du regard droit, des mouvements fluides, une langue qu'elle avait parlée couramment, autrefois, et qu'elle redécouvrait avec une précision étonnante. Elle ne se préparait pas à une confrontation, ni à une revanche. Elle se préparait à une présence, à occuper un espace qu'on lui avait toujours refusé. Pendant ce temps, les préparatifs du bal atteignaient leur apogée. Théo, toujours hilar devant son petit cercle de fidèles, commentait les moindres détails avec une exagération théâtrale. Il choisissait le champagne avec le sérieux d'un critique, validait les arrangements floraux comme un chef d'orchestre, sélectionnait la playlist avec une obsession quasi enfantine pour les refrains accrocheurs. Mais derrière son agitation apparente, il attendait surtout de voir si Claire viendrait. Il n'en parlait plus trop, laissant planer le mystère, mais au fond de lui, il espérait une scène, un malaise, un éclat. Il voulait que cette soirée reste dans les mémoires, et sa plaisanterie lui semblait le moyen idéal pour y parvenir. Claire observait tout cela sans mot dire. Elle passait dans les pièces, nettoyait les traces de doigts sur les vitres, alignait les chaises, repassait les serviettes de lin. Mais ses pensées étaient ailleurs. Elle n'avait parlé à personne de sa décision. Même le majordome, pourtant attentif, n'avait rien deviné. Elle avait pris soin de dissimuler sa robe, de cacher ses préparatifs, de maintenir son visage fermé à toute interrogation. Elle voulait que sa présence, le soir du bal, soit une surprise totale, pas pour le plaisir de choquer, mais parce que c'était sa manière à elle d'entrer dans l'histoire. Le samedi matin, elle se leva tôt. Elle prit un petit déjeuner simple, du pain grillé, un œuf, du café noir, puis elle sortit faire quelques courses, comme si la journée était ordinaire. Elle acheta une paire de collants, un nouveau rouge à lèvres dans une petite pharmacie et un flacon de parfum discret dont elle connaissait la fragrance depuis longtemps. Rien d'extravagant, rien qui ne trahisse son intention. Elle rentra chez elle et passa l'après-midi à préparer les derniers détails. Elle répara un point de couture sur la robe, vérifia la boucle de ses boucles d'oreilles, se coiffa avec soin. Elle choisit une mise en pli simple, tirant ses cheveux vers l'arrière en un chignon bas, élégant et sans prétention. Lorsque l'heure approcha, elle se regarda une dernière fois dans le miroir. Elle ne se cherchait pas, elle ne se jugeait pas. Elle se reconnaissait, pas comme avant, pas comme autrefois, mais comme une version pleine, droite, complète d'elle-même. Il n'y avait pas de maquillage outrancier, pas de bijoux clinquants, pas de tentative de ressembler aux femmes de ce monde-là. Il y avait Claire, avec sa robe faite main, avec ses gestes précis, avec sa dignité retrouvée. Dans la rue, la nuit tombait doucement. Paris brillait de ses lumières d'automne.
Le vent faisait voler les feuilles sur les trottoirs. Les voitures de luxe défilaient dans les avenues proches, transportant les invités vers le bal. Claire descendit les escaliers de son immeuble sans se presser, salua le libraire d'un hochement de tête et prit un taxi qu'elle avait réservé discrètement. Elle donna l'adresse sans hésiter, le manoir des Delacour. Le trajet fut silencieux. Elle regardait par la fenêtre les rues qu'elle connaissait bien mais qu'elle redécouvrait sous un jour nouveau. Elle ne pensait pas à Théo ni à ses amis. Elle ne pensait pas à ce qui se passerait une fois sur place. Elle pensait simplement à son pas, à sa voix, à sa tenue, à sa manière d'entrer dans la lumière sans trembler. Quand le taxi s'arrêta devant les grilles de la propriété, elle sortit calmement. Le majordome, qui accueillait les invités avec une rigueur impeccable, ouvrit de grands yeux en la voyant approcher. Il reconnut la silhouette, mais son esprit tarda à comprendre ce qu'il voyait. Claire lui tendit l'invitation. Il la prit sans mot dire, hocha la tête et s'effaça pour la laisser entrer. Claire gravit les marches une à une. Derrière les grandes portes vitrées, la lumière dorée du salon baignait la foule déjà présente. Les conversations, les éclats de rire, le tintement des coupes de cristal formaient un fond sonore riche et brillant. Elle inspira profondément, redressa les épaules et poussa les portes. Avant que Claire Dufresne ne devienne l'ombre discrète d'un hôtel particulier parisien, elle avait été une lumière naissante dans le monde de la mode. Peu de gens, même parmi ceux qui avaient foulé les tapis du bal de la cour année après année, se souvenaient d'elle, car dans ce milieu, la mémoire est courte et la nouveauté constante. Pourtant, autrefois, dans les ateliers discrets du Marais, dans les salons privés de l'avenue Montaigne, son nom circulait avec curiosité, parfois même avec admiration. À cette époque, elle n'avait pas encore 40 ans, ni même 30. Elle était une jeune femme au regard vif, passionnée, audacieuse, avec un talent si pur qu'il n'avait pas besoin d'éclat ni de scandale pour se faire remarquer. Claire avait étudié à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, une institution réputée qui avait formé les plus grands. Très tôt, elle avait montré une sensibilité particulière pour les lignes simples, les matières nobles, le détail invisible qui fait toute la différence. Elle n'aimait pas le spectaculaire. Elle cherchait la justesse, l'harmonie, ce point d'équilibre entre le corps et le tissu. Après quelques années dans l'ombre d'un grand couturier, elle avait lancé sa propre ligne. Modeste d'abord, présentée dans des appartements transformés en showroom, mais remarquée par plusieurs acheteurs indépendants. Ce fut le début d'une ascension discrète mais prometteuse. Ceux qui l'avaient rencontrée à cette époque se souvenaient de son calme. Elle ne courait pas les fêtes, ne cherchait pas les projecteurs. Elle passait des heures dans son atelier, à tester un pli, à corriger une couture, à reprendre un croquis. Sa collection printemps-été de cette année-là avait fait parler d'elle dans certains cercles exigeants. Une robe en lin ivoire, structurée mais fluide, avait même été portée par une actrice française sur le tapis rouge de Cannes. Claire n'avait pas assisté à la projection, préférant rester à Paris pour terminer une commande spéciale. Ce n'était pas de la modestie, mais une forme de loyauté à son art. Mais la mode, si elle élève, peut aussi briser sans avertissement. Un jour, un de ses modèles phares, une veste asymétrique à col double, avait été présenté dans un grand défilé sous un autre nom. La coupe, la matière, les détails, tout y était, sauf son étiquette. Elle avait reconnu son travail, volé, modifié à peine, signé par un créateur plus connu, mieux entouré, mieux introduit dans les sphères du pouvoir. Elle avait tenté de protester, mais son équipe, trop petite, trop jeune, n'avait pas les moyens de mener une bataille juridique. Et l'homme en question, fort de ses appuis, avait nié en bloc, l'accusant même d'inspiration excessive. Un scandale étouffé en quelques jours. Les journalistes n'avaient pas creusé. Les acheteurs s'étaient détournés. Et Claire avait compris. Elle avait fermé son atelier discrètement, sans fracas. Elle avait vendu les dernières pièces à perte, rendu les clés de son local, effacé ses comptes professionnels. Puis, elle avait disparu des radars. Pas par honte, par nécessité, par fatigue aussi. Elle avait refusé de jouer les victimes publiques, refusé les interviews larmoyantes. Elle n'avait pas supporté l'idée de mendier l'attention d'un public qui l'avait ignorée quand elle criait à l'injustice. C'est ainsi qu'elle s'était retrouvée, quelques mois plus tard, à chercher un emploi stable, loin de l'angoisse des loyers impayés et des appels sans réponse. Elle n'avait pas choisi le ménage par dépit, mais parce que c'était un travail honnête, qui lui permettait de vivre dignement, de reconstruire quelque chose, même petit,
Le poste chez les Delacour était arrivé par l'intermédiaire d'une connaissance d'enfance qui travaillait comme gouvernante dans un autre hôtel particulier. Le contrat était stable, les horaires fixes, l'environnement calme. Cela suffisait. Ce que Claire n'avait jamais perdu, cependant, c'était son regard. Elle continuait d'observer les vêtements avec une précision d'experte. Elle voyait les failles dans les ourlets, les erreurs de coupe, les choix de matière mal adaptés. Elle reconnaissait immédiatement les signatures stylistiques des maisons, les bonnes comme les mauvaises. Elle savait quand une robe avait été pensée ou simplement produite. Et surtout, elle se souvenait de chaque croquis, de chaque collection, de chaque couture tirée à la main dans les soirs de doute. Dans son appartement modeste, elle avait gardé quelques carnets de croquis, protégés comme des trésors. Elle ne les ouvrait pas souvent. Pas parce qu'ils lui faisaient mal, mais parce qu'ils appartenaient à une époque close, figée. Elle préférait vivre dans le présent, même humble. Mais cette semaine-là, alors qu'elle préparait sa robe, elle avait rouvert ses carnets. Pas pour se souvenir, mais pour se reconnecter, pour vérifier qu'elle n'avait pas rêvé, que tout cela avait bien eu lieu, que cette femme qu'elle voyait dans le miroir avec une robe noire faite de ses mains, c'était bien elle. Le soir du bal, lorsqu'elle avait poussé les portes du manoir, ce n'était pas seulement Claire, la femme de ménage, qui entrait. C'était aussi Claire, la styliste effacée, la créatrice oubliée, celle qu'ils avaient cru faire taire. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle ne voulait pas qu'on la célèbre. Elle voulait simplement être là, debout, sans honte ni peur, réelle, visible, entière. Les grandes portes vitrées du manoir s'ouvrirent dans un souffle contrôlé, et Claire franchit le seuil comme on entre dans une pièce familière après des années d'absence. Elle ne regardait ni à droite ni à gauche. Ses yeux se posaient droit devant elle, concentrés, calmes, déterminés. Elle marchait lentement mais sans hésitation, avec une grâce contenue qui rendait chaque pas plus assuré que le précédent. Ses talons effleuraient le sol avec une légèreté calculée. Le tissu de sa robe noire ondulait doucement autour de ses jambes. Il n'y avait ni extravagance ni artifice dans son allure. Ce qui retenait les regards, ce n'était pas l'éclat d'un bijou ou l'audace d'une coupe, c'était la dignité. Le salon, jusque-là vibrant d'éclats de rire, de conversations croisées et de musique feutrée, se figea peu à peu. Les conversations moururent sans qu'un mot ne soit prononcé. Les têtes se tournèrent une à une, comme aimantées par une présence inattendue. On ne reconnut pas immédiatement Claire. Ce n'était pas seulement la robe, bien que sa coupe impeccable et son tissu fluide contrastaient fortement avec les créations trop voyantes de certaines invitées. Ce n'était pas seulement la coiffure tirée à la perfection, ni le maquillage précis, subtil, révélant la structure de son visage. C'était quelque chose dans la manière de se tenir, une élégance que l'on ne pouvait pas acheter. Un murmure parcourut la pièce, d'abord faible, presque imperceptible, puis plus insistant. Des invités s'interrogeaient à voix basse, cherchant à deviner l'identité de cette femme. Une nouvelle venue? Une créatrice incognito? Une diplomate étrangère? Certains se sentaient vaguement mal à l'aise de ne pas savoir. D'autres, intrigués, étaient déjà captivés par l'aura qu'elle dégageait. Théo, qui se tenait non loin du centre de la pièce, un verre à la main, fut alerté par le changement soudain d'ambiance. Il se retourna cherchant la cause de cette suspension générale. Lorsqu'il vit Claire, il resta figé quelques secondes. Ses yeux clignèrent 2 fois, comme s'il doutait de ce qu'il voyait. Puis il éclata d'un rire sonore, volontairement exagéré, destiné à ramener la situation dans un registre qu'il croyait encore contrôlé. Il leva son verre, s'adressa à ses amis. « Regardez donc qui a décidé de venir jouer à la princesse. » Mais personne ne rit avec lui. Un silence embarrassé se fit autour de lui. Ses amis, eux aussi saisis par l'apparition de Claire, ne savaient plus comment réagir. L'un d'eux, Armand, baissa les yeux, soudain mal à l'aise. Une femme à leur côté murmura quelque chose à l'oreille de son mari. Même les serveurs, pourtant formés à l'indifférence, jetèrent des regards furtifs dans sa direction. Et puis, un homme près du piano, un vieux galeriste habitué des grands événements mondains, commença à applaudir doucement. Le son, net et régulier, claqua dans le silence comme un signal. Une seconde, personne ne réagit. Puis une femme à l'autre bout du salon se joignit à lui. Puis une autre. Puis un homme en costume noir. Peu à peu, l'ensemble du salon applaudit Claire. Ce n'était pas un tonnerre d'enthousiasme ni un cri d'hystérie collective. C'était un applaudissement sincère, retenu, presque respectueux.
Un hommage discret à une prestance indéniable. Un aveu silencieux que malgré l'incongruité de sa présence supposée, cette femme avait quelque chose que beaucoup avaient perdu, la justesse. Claire, debout au milieu de la pièce, n'avait pas changé d'attitude. Elle ne saluait pas, elle ne rougissait pas. Elle ne fuyait pas les regards, elle les recevait, elle les traversait. Elle laissait les applaudissements s'éteindre d'eux-mêmes, sans forcer, sans jouer un rôle. Elle reprit alors sa marche, lentement, traversant le salon avec une aisance qui ne venait pas du décor mais de l'intérieur. À mesure qu'elle avançait, les conversations reprenaient, mais plus basses, plus mesurées. Les visages se tendaient vers elle, certains pleins de questions, d'autres simplement fascinés. Théo, lui, n'applaudissait pas. Son sourire s'était figé. Il tenait encore son verre, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il tenta de rattraper la situation avec une plaisanterie lancée à haute voix, mais elle fut ignorée. Il comprit alors que la soirée lui échappait, que cette blague qu'il croyait maîtriser était devenue quelque chose de plus grand que lui. Claire ne l'avait pas humilié, elle ne l'avait même pas regardé, et c'était précisément cela qui faisait mal. Elle existait au centre de la fête, sans lui, sans sa validation, sans sa permission. Dans un coin de la pièce, Madame de la Cour, qui n'avait jamais prêté attention à Claire autrement qu'en lui demandant d'apporter un plateau ou de repasser une robe, la regardait maintenant avec une étrange intensité. Elle ne l'avait pas reconnue immédiatement, mais il y avait dans ce visage quelque chose de familier, quelque chose qu'elle avait peut-être aperçu autrefois, dans un magazine ou lors d'un salon privé. Elle s'approcha discrètement de son mari, murmura quelque chose, puis recula, observant encore. Claire, quant à elle, continuait de marcher. Elle atteignit un espace libre près du buffet, s'y arrêta, prit une coupe de champagne qu'on lui tendait sans poser de questions et s'installa dans une posture d'observation comme si elle venait simplement assister à une soirée parmi d'autres. Elle ne cherchait pas à prendre la parole. Elle n'avait pas besoin de se justifier. Elle était là. Elle avait accepté une invitation, même ironique, et elle s'y était présentée sans détour, sans ruse, sans mensonge. C'était suffisant pour bouleverser tous les repères. Dans les minutes qui suivirent, les conversations tournèrent autour d'elle. Personne ne savait vraiment qui elle était, mais tous voulaient le découvrir. On chuchotait, on spéculait, on s'approchait lentement, sans oser encore lui parler. Elle ne faisait rien pour attirer l'attention, mais chaque détail de sa tenue, de sa posture, de son regard, la plaçait au centre des curiosités. La femme invisible était devenue visible, non par provocation mais par évidence. À mesure que les minutes s'écoulaient après son entrée, Claire devenait le centre d'un magnétisme inattendu. Ce n'était pas un intérêt tapageur, comme celui réservé aux célébrités habituées au flash, mais une forme de curiosité dense, presque silencieuse. Les invités se déplaçaient subtilement autour d'elle, ralentissaient leurs pas, détournaient à peine la conversation pour mieux capter sa silhouette du coin de l'œil. On ne savait pas encore son nom, mais on parlait déjà d'elle dans toutes les langues présentes au salon. L'italien feutré d'un éditeur de mode, l'anglais tranchant d'un styliste londonien, le murmure précis d'une acheteuse japonaise, tous la désignaient du menton, de la main ou d'un regard appuyé. Claire, debout près de l'immense miroir doré encastré dans le mur principal, semblait ignorer tout ce mouvement. Elle ne cherchait pas les visages, ne répondait pas aux regards trop insistants. Elle buvait sa coupe de champagne lentement, écoutait les musiciens en arrière-plan, observait la décoration qu'elle connaissait pourtant par cœur sous un angle qu'elle n'avait jamais expérimenté. La salle dans laquelle elle avait autrefois frotté les sols brillait maintenant autour d'elle, et pour la première fois, elle la voyait avec les yeux de ceux qui la consommaient. C'était un spectacle étrange, se tenir dans un espace familier, mais totalement réinterprété par sa nouvelle position. À une dizaine de pas, un petit groupe s'était formé autour de Théo. Il ne souriait plus. Ses épaules tendues, son regard qui fuyait, trahissaient une gêne qu'il ne savait pas encore camoufler. Un de ses amis lui glissa quelque chose à l'oreille, probablement une tentative de plaisanterie pour alléger l'atmosphère, mais cela n'eut aucun effet. Théo regardait Claire avec une expression incertaine. Ce qu'il avait imaginé comme un moment gênant s'était transformé en admiration collective. Il avait provoqué une situation qu'il ne contrôlait plus, et le malaise commençait à se lire sur son visage. Autour de Claire, les réactions variaient. Une femme d'un certain âge, visiblement habituée des salons parisiens, l'approcha doucement, un sourire poli aux lèvres,
Elle lui adressa un simple compliment sur sa robe, d'un ton neutre, mais ses yeux scrutaient chaque détail, comme pour déchiffrer un mystère. Claire la remercia avec la même politesse distante, sans s'expliquer. Ce refus de se justifier, de jouer le jeu habituel des mondanités, ajoutait à sa singularité. Plus elle restait calme, plus l'attention grandissait. Un homme plus jeune la salua d'un signe de tête, visiblement impressionné. Il n'osa pas entamer une conversation, mais s'attarda quelques secondes de plus que la bienséance ne le permettait. Une styliste espagnole, reconnaissable à ses lunettes cerclées de métal et à ses cheveux courts colorés, la désigna à sa collègue avec une insistance croissante. Elle connaissait ce port, cette silhouette, ce silence. Quelque chose dans sa mémoire lui rappelait une époque, un style, un nom. Mais rien ne venait encore clairement. Pendant ce temps, Claire restait impassible. Elle ne cherchait pas à dominer l'espace, mais sa seule présence provoquait un déplacement des regards et des énergies. Elle s'était préparée à être ignorée, moquée peut-être, mais jamais à cela. Et pourtant, elle ne s'en étonnait pas. Elle savait ce qu'elle dégageait. Elle connaissait la coupe de sa robe, la précision de ses gestes, la solidité de son maintien. Rien n'était laissé au hasard, mais rien n'était exagéré non plus. Ce n'était pas une performance, c'était une vérité. En l'observant, certains invités plus âgés commençaient à se poser des questions. Une galeriste de renom, ancienne mécène d'événements de mode dans les années 90, plissa les yeux en la voyant. Elle n'était pas certaine, mais quelque chose clochait. Cette femme ne venait pas de nulle part. Elle avait vu ce visage, ses yeux. Peut-être dans un article, peut-être dans une collection perdue. Elle se tourna vers un homme à ses côtés et lui demanda à voix basse « Tu ne trouves pas qu'elle ressemble à quelqu'un ?» Dans un autre coin de la salle, une jeune influenceuse tentait de filmer la pièce discrètement, capturant l'ambiance et les visages pour nourrir ses réseaux. Encadrant la foule, son objectif s'attarda sur Claire. En regardant l'écran de son téléphone, elle hésita. Cette femme ne ressemblait pas aux autres. Elle ne la reconnaissait pas, mais sentait que ce plan valait quelque chose. Elle coupa la vidéo et prit une photo. L'image serait repostée le lendemain par des milliers d'abonnés. Mais ce soir-là, elle restait encore confinée dans la pellicule numérique d'un appareil. Claire, elle, ressentait tout cela sans le montrer. Elle percevait les regards, les déplacements, les tentatives d'approche. Mais elle ne se laissait pas happer. Elle restait fidèle à son rythme, à sa solitude choisie, à son observation distante. Elle n'était pas venue pour être acceptée. Elle n'avait pas de message à transmettre. Elle voulait simplement exister dans cet espace qui lui avait toujours été refusé. Et cette existence, nue, simple, sans justification, suffisait à déstabiliser toute la hiérarchie sociale de la pièce. Alors que les invités tentaient encore de comprendre qui elle était, Théo faisait l'erreur de s'approcher. Il se planta devant elle, tentant de retrouver son ton habituel, fait d'ironie feinte et de nonchalance étudiée. Il lui lança un « Je vois que vous avez pris le dress code au sérieux », avec un sourire qui, cette fois, ne parvint pas à dissimuler son malaise. Claire leva les yeux vers lui, sans agressivité. Elle le regarda comme on regarde un souvenir déformé. Puis elle répondit d'une voix calme « Et vous, vous n'avez jamais su en reconnaître un ?» La réplique, dite sans colère, eut l'effet d'un coup près. Autour d'eux, le silence tomba de nouveau. Mais cette fois, il fut immédiatement suivi de rires discrets. Pas ceux que Théo espérait. Des rires contenus mais clairs. Des gens riaient de lui, pas avec lui. Un de ses amis détourna le regard, gêné. Une femme à côté d'eux murmura un « bien dit », à peine audible. Et Claire, après une légère inclinaison de tête, tourna les talons et s'éloigna vers le buffet, comme si rien ne s'était passé. Elle venait de faire basculer la dynamique de la soirée sans hausser le ton, sans insulte, sans provocation. Elle avait simplement répondu, avec l'arme la plus redoutable dans ce monde d'apparence, l'élégance tranchante de la vérité. Après la réplique tranchante de Claire, un vent de changement souffla discrètement dans le salon. Le murmure de moquerie contenu, les regards en coin échangés entre convives, la gêne palpable de Théo, tout cela avait profondément altéré la dynamique de la soirée. En une phrase, avec une simplicité maîtrisée, elle avait ébranlé la façade d'assurance du jeune héritier. Il restait là, figé, incapable de réagir immédiatement. Son verre toujours à la main, il tentait de recomposer son masque de légèreté, mais ses gestes étaient trop rigides, ses sourires trop forcés. Il savait au fond de lui
qu'il avait perdu la partie qu'il croyait jouer seul. Claire, elle, avait déjà tourné la page. Elle marchait à travers le salon comme si l'espace lui appartenait depuis toujours. Elle saluait poliment ceux qui osaient lui adresser la parole, écoutait calmement les remarques ou les compliments, sans chercher à prolonger les échanges. Cette discrétion calculée, loin de la rendre distante, renforçait l'étrangeté fascinante de sa présence. Les invités, habitués au code des mondanités où chacun parle fort pour être entendu, se retrouvaient face à une énigme dont la force résidait dans l'absence d'effort. Claire ne cherchait pas à convaincre, à séduire ou à manipuler. Elle était simplement là, dans une authenticité imperturbable, et cela suffisait pour ébranler tout ce petit théâtre social. Théo, de son côté, commençait à sentir la pression monter. Il passait de groupe en groupe, cherchant à retrouver un peu d'influence, mais les conversations s'interrompaient à son approche ou se recentraient sur Claire dès qu'il s'éloignait. Il tenta de plaisanter à nouveau, de faire mine qu'il était l'auteur d'un coup brillant, d'un happening volontairement audacieux. Mais les sourires qu'il recevait étaient tendus, polis, dénués de conviction. Même ceux qui l'avaient encouragé à inviter Claire pour le ridicule du geste se détournaient désormais de lui, embarrassés par le retournement qu'ils n'avaient pas prévu. La tension atteignit un nouveau palier lorsque Théo décida de tenter un second échange avec Claire. Il la trouva seule, près de la grande baie vitrée donnant sur le jardin. Le clair de lune dessinait des ombres douces sur le parquet, et le reflet de Claire dans la vitre semblait presque appartenir à un autre temps. Il s'approcha, tenta une voix plus basse, comme s'il voulait amorcer un dialogue sérieux. « Je ne pensais pas que vous viendriez vraiment, » dit-il, presque sincèrement cette fois. Claire ne détourna pas les yeux de la vitre. Elle observa son reflet, puis répondit sans se tourner vers lui. C'est souvent ce que pensent ceux qui n'imaginent jamais qu'on puisse leur répondre. La phrase, posée calmement, était plus lourde que n'importe quelle accusation. Elle disait tout sans hausser le ton. Elle ne reprochait rien directement, mais elle mettait à nu le mécanisme même de l'arrogance. Théo baissa les yeux, pris de court par la précision de ses mots. Elle se tourna ensuite vers lui, le regard direct. Il n'y avait ni colère, ni revanche, mais une clarté désarmante. Vous pensiez m'humilier, Théo. Vous avez cru que ce monde vous appartenait et que les autres étaient là pour servir vos caprices. Ce n'est pas nouveau. Ce qui l'est, c'est que pour une fois, vous n'avez plus le contrôle. Ces mots, dits sans théâtralité, brisaient le fragile équilibre que Théo tentait de maintenir. Derrière eux, plusieurs invités avaient ralenti leurs pas. Les conversations s'étaient de nouveau atténuées. Chacun comprenait qu'un moment particulier se déroulait. Il n'y aurait pas de scandale, pas d'éclat de voix, mais une vérité mise à nu dans toute sa netteté. Et dans ce genre de confrontation, la sobriété de Claire faisait bien plus de bruit que les démonstrations publiques d'humiliation. Théo ouvrit la bouche, tenta de répliquer, mais rien ne vint. Il sentit que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Toute réponse sonnerait faux, immature, déplacée. Alors il recula, se fondit dans la foule, avalé par la rumeur qui renaissait aussitôt derrière lui. Les rires qui suivaient maintenant ne venaient plus de ses blagues, mais de son isolement. Un cercle de jeunes convives se moquait à voix basse, non pas de Claire, mais de lui. La blague avait changé de cible. Claire, elle, retrouva sa place dans un coin du salon, là où elle pouvait observer sans être observée. Mais désormais, ceux qui l'approchaient le faisaient avec une forme de respect. Une femme d'un certain âge, élégamment vêtue d'un tailleur en soie grège, lui demanda d'où venait sa robe. Claire répondit simplement « C'est une pièce ancienne, faite sur mesure ». Elle ne dit pas qu'elle l'avait cousue elle-même. Elle ne parla pas de son passé. Elle ne donna pas de nom. Mais la précision du tissu, la coupe maîtrisée, la ligne parfaite, disaient déjà tout ce qu'il y avait à savoir. Une autre invitée, plus jeune, lui demanda si elle était dans la mode. Claire esquissa un sourire. « Je l'ai été ». Elle n'ajouta rien, mais ces quelques mots suffirent à nourrir de nouvelles spéculations. Les invités se penchaient les uns vers les autres, émettaient des hypothèses. Certains prétendaient se souvenir d'elle, d'autres juraient l'avoir vue dans une exposition ou une revue spécialisée. Mais personne ne parvenait à mettre un nom sur ce visage, et cela ne faisait que renforcer l'aura qui l'entourait. La soirée avançait, et Claire, sans rien faire de spectaculaire, avait totalement inversé le rapport de force. Elle n'était plus la femme de ménage qu'on avait voulu exposer au ridicule. Elle était devenue une figure centrale, non par ses origines, mais par sa tenue, son comportement, sa capacité à rester droite dans un monde qui ne lui avait jamais offert de place.
L'horloge massive à côté de la grande cheminée affichait déjà minuit passé lorsqu'un mouvement tout aussi discret qu'imperceptible se produisit dans un coin du salon. Un homme plus âgé, distingué, au visage marqué par les années et le raffinement, se leva de son fauteuil, posa son verre de champagne sur une petite table en acajou et franchit la foule avec une allure lente, mesurée, comme s'il s'éclaircissait la voix avant de prendre la parole. Il s'agissait de Jacques Moreau, un nom respecté dans le monde de la mode parisienne, un investisseur influent et un mécène avisé, dont les décisions avaient sculpté plusieurs carrières. Jusqu'alors, il avait observé la scène depuis la lisière, mais maintenant il s'avançait vers Claire. Tout dans son attitude traduisait une reconnaissance contenue. Il ne se précipitait pas, ne cherchait pas à provoquer un moment de surprise, mais avançait avec la certitude de celui qui reconnaît une pièce rare parmi des objets familiers. Claire se trouvait près de la grande baie vitrée ouverte sur le jardin. Le souffle frais de la nuit d'automne entrait par la porte entr'ouverte, soulevant une légère brise dans les rideaux translucides. Elle tenait sa coupe, mais ne la buvait pas. Son regard était posé sur le reflet des arbres et des guirlandes lumineuses, comme si elle savourait un instant suspendu. Quand Jacques Moreau se planta devant elle, elle hocha légèrement la tête en signe de politesse. Il ne sourit pas immédiatement. Il prit le temps de l'observer d'un œil professionnel, mais aussi d'un œil empreint d'un passé qui revenait à la surface. « Mademoiselle Dufresne ?» demanda-t-il d'une voix calme, sans empressement, comme s'il testait sa mémoire plutôt que sa reconnaissance. Claire se tourna alors vers lui, et dans son regard, on lut une surprise contrôlée. Elle répondit « Oui ». Elle n'ajouta rien. Il y eut un silence. Autour d'eux, quelques invités avaient remarqué la scène, mais pensaient encore à un échange banal de mondanité. Jacques Moreau, néanmoins, poursuivit. « Je crois vous avoir connu autrefois. Vous aviez un talent certain. Vous veniez de la chambre syndicale, n'est-ce pas? Vous présentiez vos premières pièces très prometteuses. » À ces mots, un frisson léger traversa la salle comme un instant magnétique. Plusieurs convives se tournaient vers le duo, leur murmure augmentant. Claire répondit avec retenue « J'ai été étudiante là-bas, oui. » Elle ne confirma pas davantage, mais pour l'Assemblée, cette simple reconnaissance publique changeait tout. Le fait qu'un monsieur Moreau, figure du secteur, l'identifie, signifiait que la présence de Claire n'était pas une curiosité fortuite. Elle avait un passé, un statut qu'il ne connaissait pas encore. Jacques Moreau poursuivit. « Vous aviez cette coupe en lin ivoire, je m'en souviens encore, une pièce que vous aviez exposée. J'en avais acheté 2 exemplaires. » Il marqua une pause, remarqua l'embarras grandissant du cercle autour d'eux, puis dit gentiment « Ce serait un honneur de collaborer de nouveau, si vous le permettez. » Le ton était professionnel mais sincère. Il ne la félicitait pas pour sa présence à la fête, il la sollicitait pour son talent. Claire demeura silencieuse encore quelques secondes, tenant la coupe dans sa main. Elle n'avait pas prévu ce moment. La reconnaissance n'était pas un piège, mais elle ne l'avait pas recherché non plus. Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Elle posa la coupe sur une table basse, se tourna vers lui et répondit avec calme « Je vous remercie. Je serais honoré, mais j'aimerais discuter des conditions. » Ce fut dit naturellement, sans emphase. Un simple « condition » qui portait en elle toute une histoire de liberté, de choix et de pouvoir retrouvé. Les invités autour retenaient leur souffle. La fête continuait. Les musiciens jouaient une valse lente, mais l'attention collective avait basculé. Certains se détournaient désormais de Théo pour observer Jacques Moreau et Claire. D'autres murmuraient « Il connaît son nom. Elle était styliste. Pourquoi personne ne l'a invitée avant ?» Les questions fusaient. Les regards cherchèrent du passé, des images, des souvenirs. Une image d'elle, jeune couturière, silencieuse mais talentueuse, venait d'émerger dans l'esprit collectif. Théo, entre-temps, remarqua le changement dans la pièce. Le groupe autour de lui s'était réduit. Il était seul parmi des convives revenus à la conversation polie mais distante. Il croisa le regard de Madame de la Cour, qui lui adressa un regard froid, mêlé de quelque chose comme de l'admiration voilée. Il comprit que son coup de moquerie avait tourné et que l'ascendant était désormais ailleurs. Il sentit qu'il n'était plus à la tête de la scène, mais simple figurant dans l'histoire de cette soirée. Un sentiment qu'il n'avait jamais éprouvé. Dans les minutes suivantes, Jacques Moreau invita Claire à s'installer à une table légèrement à l'écart pour discuter en toute discrétion. Elle le suivit. Ils parlèrent quelques instants à voix basse. Ni les mots exacts ni le contenu complet ne furent entendus par tous,
mais on put lire la curiosité mise en silence sur les visages des invités qui observaient. Une opportunité se profilait, une possible renaissance, une équivalence des forces sociales différentes de celles qu'ils connaissaient, un renversement sans colère. Claire resta seulement un moment à cette table, puis elle se leva, retourna vers la foule. Cette fois, elle n'était pas seule. Une styliste japonaise s'avança vers elle. Une influenceuse vint ne tarda à poser des questions. Elle répondit avec la même sérénité. Elle ne se présenta pas comme une star, ne parla pas de vengeance ou de gloire. Elle parla de tissu, de coupe, de projet. Elle parlait comme celle qu'elle avait toujours été, un artisan de la mode, un créateur silencieux. Et cela fit d'elle plus qu'une cible de plaisanterie. Cela fit d'elle un nom. La fête reprit son cours, mais rien ne serait plus comme avant. L'invitation donnée dans un geste de mépris venait de se retourner en tremplin. Ceux qui avaient parié contre elle réalisaient que le pari avait basculé. Elle, qui était invitée pour être ridiculisée, s'était invitée pour exister. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel gris typique de la fin d'automne, mais une rumeur chaude se répandait déjà dans les cercles mondains, les bureaux de rédaction et les groupes de discussion privés. Avant même que le café ne fût servi dans les brasseries de Saint-Germain-des-Prés, les premiers messages circulaient sur les téléphones, des photos, des descriptions, des hypothèses. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi personne ne la connaissait? Et surtout, comment avait-elle réussi à faire basculer en quelques minutes l'ambiance codifiée du bal de la cour, cette institution figée dans ses traditions? Les réseaux sociaux s'étaient déjà emparés du mystère. Une photo prise à la volée par une influenceuse, celle-là même qui, la veille, avait remarqué la singularité de Claire, était devenue virale. On y voyait Claire de profil, debout près d'une colonne, le regard perdu vers la baie vitrée, avec en arrière-plan des invités visiblement captivés. Aucun nom, aucune légende précise, juste un commentaire accrocheur, la femme la plus élégante du bal. Et personne ne sait qui elle est. En moins de 2 heures, l'image avait été partagée des milliers de fois, et les spéculations s'étaient multipliées. Certains pensaient à une figure oubliée de la haute couture, d'autres à une mécène discrète revenue d'un long exil. D'autres encore parlaient d'une légende urbaine devenue réalité. Mais ce ne fut qu'à la fin de la matinée que la vérité éclata. Un journaliste culturel du quotidien Le Parisien, présent à la fête comme observateur officieux, avait reconnu Claire. Il avait couvert il y a plus de 15 ans une jeune styliste prometteuse, dont la carrière avait été brutalement interrompue par un scandale jamais complètement éclairci. Il avait encore dans ses archives personnelles un article publié à l'époque, Claire Dufresne, la rigueur du geste et la douceur de la coupe, avec une photo d'elle dans son petit atelier du Marais, posant devant un mannequin de couture vêtu d'un manteau à la ligne parfaite. Dès qu'il eut la confirmation visuelle, il écrivit un court article et le publia en ligne en début d'après-midi. L'élégante inconnue du bal de la cour est Claire Dufresne, ancienne étoile montante de la mode française. L'article retraçait brièvement son parcours, son succès rapide, la polémique sur le vol de ses créations, sa disparition soudaine. Et surtout, il soulignait l'ironie cinglante de son retour. Invitée comme une plaisanterie par l'héritier de la cour, elle avait éclipsé tous les noms présents. L'article fut repris immédiatement par d'autres rédactions. En quelques heures, Claire Dufresne devint le nom le plus recherché sur les moteurs de recherche francophones. Des journalistes commencèrent à appeler les de la cour pour obtenir des réactions. La famille, prise de court, se mura dans le silence. Théo, quant à lui, se retrouva submergé de messages, de captures d'écran, de moqueries à peine voilées. Certains titres de tabloïds furent sans pitié. La femme de ménage qui a volé la vedette à l'héritier, la vengeance en soi de Claire D, quand la haute couture surgit du sous-sol. Des anciens collègues de Claire, d'anciens professeurs, des photographes de mode à la retraite, commencèrent à témoigner. Ils racontaient cette jeune femme talentueuse, trop honnête, qui avait refusé les compromis, qui avait préféré le silence à la lutte vaine. Plusieurs confirmèrent le vol de son design, même si à l'époque, personne n'avait eu le courage de s'exprimer. Une ancienne assistante de production publia sur son compte personnel une longue lettre ouverte dans laquelle elle avouait son admiration d'antan pour Claire, mais aussi sa culpabilité de ne pas l'avoir défendue lorsque le scandale éclata. Son post fut partagé par de nombreux créateurs émergents qui voyaient dans Claire une figure de résistance, une femme qui avait été écrasée par le système,
mais qui s'était relevé sans bruit, sans vengeance, et avait brillé à nouveau par la seule force de sa dignité. Dans les heures qui suivirent, des chaînes d'information commencèrent à préparer des segments spéciaux. Des émissions de débat ouvrirent leur plateau à des critiques de mode, des sociologues, des éditorialistes. On y analysait ce que représentait le retour de Claire. Certains parlaient d'un coup de théâtre social, d'un moment de rupture dans la narration élitiste du luxe parisien. D'autres y voyaient une dénonciation implicite de l'arrogance des héritiers, un retour du mérite contre l'héritage. On disséquait sa robe, sa coiffure, sa démarche. Chaque image capturée devenait un symbole. Claire, de son côté, resta invisible ce jour-là. Elle ne répondit à aucun appel, ne publia rien. Elle passa sa journée dans son appartement, coupée du tumulte, lisant les journaux avec une distance presque clinique. Elle savait que ce moment était fragile, que l'euphorie médiatique pouvait se retourner aussi vite qu'elle était apparue. Mais elle n'avait rien à perdre. Elle n'avait rien demandé. Elle avait simplement accepté une invitation. Elle avait juste décidé de marcher avec fierté dans une pièce où elle n'avait jamais été invitée à s'asseoir. Lorsque la nuit tomba sur Paris, les notifications n'avaient pas diminué. Des marques mineures proposaient des collaborations. Un célèbre magazine de mode lui proposait une couverture. Une maison d'édition voulait publier sa biographie. Mais ce fut le message de Jacques Moreau qui lui importait vraiment. Sobre, direct. « Nous devons nous voir. Il est temps. » Et Claire, en lisant ces mots, comprit que la tempête ne faisait que commencer. Mais cette fois, elle y entrerait préparée. 2 jours après la tempête médiatique déclenchée par son apparition au bal de la cour, Claire Dufresne se retrouva assise dans le bureau privé de Jacques Moreau, situé au dernier étage d'un immeuble discret du 8e arrondissement. Le lieu, à l'image de son propriétaire, respirait le goût sûr et la sobriété élégante. Boiseries claires, œuvres d'art contemporain sélectionnées avec parcimonie, fauteuils profonds, lumière tamisée venant de grandes fenêtres ouvertes sur les toits de Paris. Loin du tumulte médiatique, cet espace offrait un contraste saisissant avec la frénésie qui s'était emparée de la ville depuis qu'elle était redevenue un nom sur toutes les lèvres. Jacques, vêtu d'un costume sobre parfaitement taillé, observait Claire avec une intensité tranquille. Il n'y avait ni flatterie dans son regard ni condescendance, mais une forme de reconnaissance profonde, presque fraternelle. Sur la table basse entre eux, 2 cafés fumaient dans des tasses fines. Claire, droite sur son siège, tenait sa tasse à 2 mains. Elle n'était pas intimidée, mais attentive, consciente de la gravité du moment. « J'ai réfléchi à ce que vous représentez, » dit Jacques, après un long silence. « Ce que vous avez vécu, ce que vous incarnez aujourd'hui. Vous êtes bien plus qu'un retour. Vous êtes un point d'équilibre, une mémoire, une possibilité. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa tasse, croisa les jambes et répondit d'une voix calme mais ferme. « Je ne veux pas devenir une icône accidentelle. Je ne veux pas être réduite à une revanche, ni utilisée pour corriger l'image de ceux qui m'ont ignoré. » Jacques hocha la tête. « Justement, ce que je vous propose n'a rien à voir avec de la communication. J'ai lancé il y a quelques mois une nouvelle maison. Petite, mais très bien structurée. Je cherche une voix forte pour diriger une ligne de création indépendante. Quelqu'un de libre, pas une façade, une fondation. » Il s'interrompit, laissa les mots s'installer dans l'espace, puis ajouta « Je veux que vous soyez cette voix, avec carte blanche. Je vous garantis une liberté totale, une équipe choisie par vous, des moyens sans restriction. » Claire resta silencieuse. Elle n'était pas surprise. Depuis l'incident du bal, elle avait su que des propositions viendraient. Mais celle-ci, par sa nature même, exigeait réflexion. Elle n'avait jamais rêvé de revenir sous les projecteurs. Elle s'était construite dans l'ombre, et cette lumière soudaine, bien que flatteuse, ne changeait pas son rapport au monde. Ce qui comptait, c'était la possibilité de créer, de dire à nouveau quelque chose avec ses mains, ses idées, ses choix de tissu, de coupe, de volume. « J'ai besoin de contrôle créatif total », dit-elle enfin. Pas d'interférence, pas de signature partagée, pas de stratégie marketing déguisée. Jacques sourit légèrement. « C'est exactement ce que je vous propose. Vous signez avec votre nom. Vous décidez. Je finance. Et je protège. » Cette dernière phrase, dans la bouche d'un homme de son influence, avait un poids particulier. Claire l'entendit et sut que c'était là la clé de tout. Le financement, elle aurait pu le trouver ailleurs. Mais la protection,
dans un monde aussi cruel et politique que celui de la haute couture, valait plus que n'importe quel chèque. Elle acquiesça d'un simple mouvement de tête. L'accord était scellé, sans effusion, sans signature immédiate. Ils savaient tous les deux que ce pacte ne se ferait pas avec des mots, mais avec les créations à venir. Quelques jours plus tard, l'annonce officielle tomba. Claire Dufresne rejoignait la maison Atelier Moreau en tant que directrice artistique d'une nouvelle ligne baptisée simplement Claire. Le communiqué, court, précis, diffusé dans plusieurs langues, précisait qu'il ne s'agissait pas d'un retour nostalgique, mais d'une nouvelle étape, d'un engagement à long terme. Les réactions furent immédiates. Le monde de la mode, encore sous le choc de son apparition fulgurante, reçut cette nouvelle comme une consécration. Les éditoriaux s'enchaînèrent. On analysait son style, on ressortait d'anciennes photos de ses premières pièces, on interrogeait ses anciennes collaboratrices. Tout le monde voulait comprendre ce qu'allait être cette ligne, cette voix retrouvée, ce souffle discret mais radical. Dans son appartement, Claire commença à travailler. Elle installa une table de coupe près de la fenêtre, ressortit ses carnets, racheta du tissu, contacta quelques anciennes connaissances de confiance. Elle recruta discrètement, sans grandes annonces. Pas de jeunes stars, mais des artisans sérieux, passionnés, discrets. Elle ne cherchait pas l'innovation tapageuse. Elle voulait retrouver une écriture, sa propre langue, celle du tissu et du silence. Théo, pendant ce temps, vivait l'inverse exact. Les articles sur lui se multipliaient, non plus pour célébrer ses excès de jeunesse, mais pour les ridiculiser. Il devint le symbole d'un mépris de classe dépassé, d'une arrogance désormais intolérable. Plusieurs marques avec lesquelles il collaborait mirent fin discrètement à leurs engagements. Des vidéos de son comportement passé ressurgirent, et le coup de grâce vint d'une chronique acide d'un magazine satirique, un portrait au vitriol intitulé « Le prince des videurs », qui résumait sa chute en 3 mots, bête, riche, inutile. Claire ne se réjouissait pas de cette déchéance. Elle n'avait jamais nourri de haine, seulement une profonde lucidité. Elle savait que les humiliations ne valent que pour ceux qui leur accordent de l'importance. Elle ne cherchait pas à se venger, elle cherchait à créer. Et créer, désormais, elle le pouvait. Le nouvel atelier était installé dans une ancienne imprimerie réaménagée, nichée au fond d'une cour pavée du 11e arrondissement, loin des grands boulevards et de la frénésie touristique. Pas de plaque clinquante à l'entrée, pas de signalétique voyante, juste une porte sobre, un interphone et une lumière douce filtrée par de larges verrières. Claire avait personnellement choisi cet endroit. Il lui rappelait ses débuts, le calme nécessaire à la création, l'atmosphère brute et sincère d'un lieu de travail authentique, sans mise en scène. Elle arriva chaque matin avant l'équipe. Elle ouvrait les fenêtres, laissait l'air circuler, vérifiait chaque outil, chaque surface, chaque rouleau de tissu. Elle ne donnait pas d'ordres à voix haute, elle montrait. Elle dessinait, coupait, rectifiait. Elle expliquait la tension d'un fil, la respiration d'un drapé, l'importance d'une doublure silencieuse. Ses gestes étaient précis, ses mots rares mais clairs. Rapidement, les membres de son équipe comprirent qu'il travaillait avec quelqu'un qui n'exigeait pas l'excellence pour des raisons de prestige, mais pour le respect du métier. Les premières semaines furent consacrées à la structuration de la collection inaugurale. Claire ne voulait pas répondre à l'attente médiatique par un coup d'éclat superficiel. Elle voulait produire une ligne fidèle à son parcours, à ses silences, à sa résistance. Elle travailla sur des pièces sobres, architecturales, intemporelles, des manteaux droits, des robes aux coupes nettes, des pantalons fluides, des chemisiers pensés pour durer. Tout était fait à la main, dans l'atelier. Elle refusait les sous-traitances massives, exigeait un contrôle absolu sur chaque étape. Elle reprit même la couture de certains prototypes, incapable de déléguer ce qui touchait à l'équilibre fondamental de ses créations. L'annonce de la collection à venir fut sobrement relayée par l'équipe de communication de l'atelier Moreau. Une date, un lieu, un nom. Claire, première. Aucun teaser, aucune interview exclusive, aucune photo volée. Ce silence contrôlé attisa davantage l'intérêt. Les rédactions spécialisées, les stylistes indépendants, les acheteurs et les conservateurs de musées commencèrent à parler de ce défilé comme d'un événement à part. Pas un retour, mais un acte de renaissance. En parallèle, des jeunes designers commencèrent à lui écrire. Certains venaient de grandes écoles, d'autres étaient autodidactes. Ils voyaient en elle un modèle rare,
Une femme qui avait traversé le système, qui avait été rejetée sans fracas et qui revenait non pas par revanche mais par constance. Claire répondit à beaucoup d'entre eux. Elle les invita même à l'atelier, pas pour donner des leçons, mais pour partager des regards, des gestes, des expériences. Elle ne voulait pas créer une école, mais un espace de transmission libre, sans hiérarchie pesante. Certains stagiaires intégrèrent l'équipe, d'autres revinrent simplement pour discuter, pour observer, pour apprendre. Pendant ce temps, les médias continuaient à suivre son parcours, mais à distance. Claire n'accordait que très peu d'entretiens, toujours courts, toujours axés sur le travail, jamais sur l'émotion. Elle refusait les formats intimes, les documentaires mélodramatiques. Elle ne parlait ni de Théo ni de la soirée. Elle ne voulait pas être ramenée à une anecdote virale. Elle travaillait, et cela suffisait. Du côté des Delacour, le silence persista. Théo, évincé des réseaux sociaux après plusieurs semaines de critiques continues, avait été contraint par sa famille à se retirer temporairement de la scène publique. Son nom restait associé à une blague cruelle, à une erreur de jugement devenue cas d'école dans les séminaires de communication de crise. Des rumeurs circulaient sur des tentatives de réhabilitation d'image, mais aucune ne parvenait à faire oublier l'épisode du bal. Claire n'y prêtait pas attention. Ce n'était plus son histoire. La date du défilé approchait. Dans l'atelier, l'atmosphère était tendue mais concentrée. Les dernières retouches, les ajustements sur les mannequins, les essais lumière se succédaient sans précipitation. Claire participait à chaque étape. Elle refusait les décisions prises par procuration. Elle voulait sentir la matière, vérifier les volumes sur les corps en mouvement. Elle demanda à ce que les mannequins choisis ne soient pas des visages connus, mais des personnes d'âge et de morphologie variée. Elle voulait montrer que la mode n'était pas une cage esthétique, mais une architecture humaine. La veille du défilé, elle resta seule à l'atelier jusqu'à tard dans la nuit. Elle vérifia chaque pièce, une à une. Elle les déposa sur les portants dans l'ordre précis qu'elle avait établi, non pas pour impressionner, mais pour raconter. Chaque vêtement était une page d'un récit silencieux. Pas de slogan, pas de message politique simplifié. Seulement des lignes, des matières, des gestes. Elle relut ses carnets, réajusta un col, repassa une manche. Puis elle s'assit quelques minutes face à la verrière. Paris brillait au loin, mais elle ne pensait pas à la ville. Elle pensait aux années passées, aux jours d'invisibilité, aux gestes répétés dans l'ombre, et elle comprit à cet instant précis que sa place ne lui avait pas été offerte. Elle l'avait bâtie. Le lendemain, la lumière allait se poser sur ce qu'elle avait construit, pas sur elle, pas sur un visage, mais sur une œuvre. Et c'était tout ce qu'elle avait toujours voulu. Le jour du défilé, Paris était agité par une tension rare, celle qui précède les événements que l'on sent déjà historiques. Devant l'entrée sobre de la salle choisie par Claire pour présenter sa collection, une ancienne gare réaménagée en espace brut et lumineux, les invités se pressaient avec une impatience contenue. Pas de tapis rouge, pas de flash agressif, pas de décoration spectaculaire. L'événement se démarquait par sa sobriété volontaire. Ceux qui avaient reçu une invitation savaient que ce n'était pas un spectacle de vanité, mais un moment de vérité. À l'intérieur, la salle était éclairée par une lumière naturelle filtrée par les verrières. Les bancs, en bois brut, étaient disposés en forme de U, laissant un large couloir central pour le passage des mannequins. Pas de fond sonore tonitruant, seulement des notes discrètes de piano qui flottèrent dans l'air, jouées en direct par une musicienne placée dans un coin de la salle. La liste des invités était éclectique. Créateurs reconnus, jeunes stylistes, critiques de mode, anciens collègues de Claire, étudiants, artisans. Aucun classement par importance, aucun traitement préférentiel. Tout le monde était assis au même niveau, dans un espace égalisé par le regard de celles qui avaient conçu l'ensemble. Le défilé commença sans annonce, sans interruption de la musique. Le premier mannequin apparut, une femme d'une soixantaine d'années aux cheveux gris soigneusement relevés, portant un manteau noir d'une coupe impeccable. Elle marchait lentement, dignement, sans chercher à impressionner. Suivirent des silhouettes masculines et féminines, de tous âges, de toutes origines. Les vêtements racontaient une histoire sans mots, une esthétique de la précision, du silence, du refus de l'artifice. Chaque pièce était construite comme une architecture intime. Pas de provocation, mais une exigence, une rigueur, une justesse. Les invités, d'abord surpris par l'absence de narration explicite,
furent peu à peu saisis par la cohérence du tout. Le silence s'installait à mesure que les modèles défilaient. Pas un murmure, pas un commentaire soufflé. Seuls les tissus parlaient. Une robe en crêpe anthracite aux lignes géométriques, un tailleur de laine fine, presque liquide dans sa chute, une cape d'un beige mat, sans couture visible. Le savoir-faire éclatait dans les détails. Un pli dissimulé, une boutonnière inversée, un ourlet asymétrique presque imperceptible. Tout était fait pour être vu avec attention, rien pour l'effet immédiat. Puis vint la dernière silhouette. Une jeune femme noire au port royal, vêtue d'une robe droite, bleu nuit, ceinturée haut, simple en apparence mais d'une complexité de construction qui n'échappa à aucun œil averti. Elle s'arrêta quelques secondes au centre du U formé par les bancs, puis repartit lentement vers les coulisses. À cet instant, la musique s'éteignit et la salle resta muette. Claire apparut alors, seule, pas depuis les coulisses, mais depuis une porte latérale, comme une invitée parmi les autres. Elle marchait lentement, sans gestuelle étudiée, vêtue d'un tailleur noir sans ornement. Elle ne salua pas avec emphase. Elle regarda simplement la salle, croisa quelques regards familiers, puis s'arrêta au centre. Une seconde de silence total précéda le premier battement de main. Il n'y eut pas de cri, pas de bravo exagéré. L'applaudissement fut lent, profond, respectueux. Il monta comme une vague, d'un bout à l'autre de la pièce. Des visages émus, des mains jointes avec force, et des larmes discrètes sur les joues de ceux qui savaient. Ce n'était pas un hommage à une image. C'était la reconnaissance d'un parcours, d'une œuvre, d'un retour sans fracas. Claire reçut ces gestes sans se laisser envahir. Elle inclina légèrement la tête, salua d'un regard, puis retourna vers la sortie sans détourner l'attention vers elle. Dans les minutes qui suivirent, les invités se levèrent lentement, certains en silence, d'autres échangeant des impressions contenues. Plusieurs restèrent assis, comme pour prolonger l'instant, refusant de sortir immédiatement. Dans les couloirs, on parlait de cohérence, de beauté nue, de nécessité. Le mot essentiel revenait souvent. Dans les jours qui suivirent, les critiques publièrent des textes d'une rare intensité, des titres sobres, la justesse retrouvée, une leçon de couture, le retour du sens. Aucun n'osa caricaturer, aucun ne parla de revanche. Tous comprirent qu'il s'agissait d'un moment de passage, d'une bascule dans l'histoire contemporaine de la mode. Claire, elle, reprit le travail dès le lendemain. Elle accueillit les retours avec distance, remercia les équipes, félicita chaque stagiaire, chaque couturière, chaque assistant. Elle ne célébra pas, elle ne s'arrêta pas. Elle commença déjà à dessiner pour la saison suivante. Loin de toute théâtralité, elle poursuivit ce qu'elle avait toujours fait, concevoir des vêtements qui parlent pour ceux qui les portent et non pour ceux qui les observent. Dans l'atelier, un nouveau groupe de jeunes stagiaires s'installait. Ils venaient de régions différentes, parfois d'autres pays. Tous avaient été sélectionnés pour leur travail, pas pour leur nom. Ils trouvaient en Claire une figure d'autorité tranquille, une référence solide. Elle les guidait sans imposer, les corrigeait sans écraser. Elle partageait des techniques, racontait des anecdotes précises, jamais des leçons de vie. Elle leur apprenait à regarder, à comprendre les corps, à respecter les matières. Plus tard dans l'année, Claire fut sollicitée pour recevoir un prix d'excellence. Elle refusa poliment. Elle proposa que le prix soit attribué à un collectif d'artisans avec lesquels elle avait travaillé pendant des années. Elle ne voulait pas incarner, elle voulait transmettre. Son nom, désormais, n'était plus murmuré dans le secret des cercles professionnels. Il était prononcé avec respect, enseigné dans les écoles, cité dans les séminaires comme exemple de rigueur, d'élégance et de résilience. Et ainsi, celle qu'on avait voulu ridiculiser en l'exhibant comme un objet de mépris social était devenue un sujet de reconnaissance. Pas pour avoir survécu à une chute, mais pour avoir traversé l'oubli sans trahir son essence. Le dernier applaudissement qu'elle reçut, ce jour-là, n'était pas pour son allure, sa robe ou son image. Il était pour son œuvre, pour sa constance, pour ce qu'elle était sans bruit depuis toujours.